Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler des erreurs fréquentes en technologie avec Annie Major. Je suis vraiment content de la recevoir aujourd'hui parce que dans la pré-entrevue, elle m'a parlé de plusieurs points, puis je me suis rendu compte qu'il y avait certains points que je ne respectais pas et que j'étais peut-être j'ouvrais la porte à certaines problématiques, alors que j'ai pris plusieurs correctifs depuis qu'on a eu notre pré-entrevue. Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir la discussion complète avec elle. Cofondatrice de Soyez Cloud, c'est en 2018 qu'elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat avec son conjoint en créant l'entreprise Sauvegardez-vous, qui est devenue Soyez Cloud en mars 2022. Au travers de son entreprise, Annie aide les solopreneurs, travailleurs autonomes et micro-entreprises à établir une base technologique solide. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent qui supportent Alias, qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine. Je vous rappelle que ce contenu a beaucoup de visibilité grâce à vous. Chaque petit like, petit partage, commentaire, note que vous nous laissez nous aide à sortir dans les algorithmes et à avoir plus d'audience semaine après semaine. Alors, j'aimerais remercier la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance. Si vous avez de la difficulté, vous vivez des moments plus difficiles, le programme Persévérance est là pour vous. Le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous rappelle aussi que InfoBref ont un podcast à tous les matins qu'en 3 minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité que vous pouvez écouter. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Annie. Comment ça va, Annie? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, dans notre pré-entrevue, je me suis rendu compte que j'avais des petites choses à travailler pour améliorer ma sécurité et dont le premier point que j'aimerais qu'on discute, c'est les sauvegardes. Tu sais, moi, j'ai toujours pris pour acquis que les Google Drive, là, je mettais un fichier là, puis c'était sauvegardé à vie, qui gérait les backups, que j'avais plus à m'en inquiéter. Puis quand on a eu la discussion, c'est pas 100% vrai. Alors, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur les sauvegardes. Oui, dans le fond, les sauvegardes, tout ce que tu parles de cloud, on connaît beaucoup Google Drive, OneDrive, pour ne nommer les deux plus populaires. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Tu n'es pas le seul. Je te dirais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment beaucoup répandu. On a l'impression, quand on met ça là-dessus, c'est une sauvegarde et que c'est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des solutions de partage de fichiers. C'est vraiment super utile pour partager les fichiers dans l'équipe, pour avoir accès à nos fichiers de n'importe où. C'est vraiment un outil pour travailler en entreprise qu'on recommande, qu'il faut installer pour bien travailler. Par contre, ce n'est pas une sauvegarde, c'est une solution de partage de fichiers. C'est une solution qui est sensible à certaines attaques. Attaques par rançon logiciel. Un rançon logiciel, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça rentre dans ta machine, ça crypte dans le fond toutes les données de ton ordinateur, puis ça te demande un paiement, une rançon. C'est pour ça qu'on appelle ça un rançon logiciel. Mais ça se propage sur tout ce qui est connecté à l'ordinateur, dont les drives. Fait que quand tu mets tout sur Google Drive, tu attrapes cette bébête-là en rançon logiciel, puis whoop, fraction de seconde, tu n'as plus rien sur ton ordi, puis tout ton drive aussi est crypté. Fait que c'est vraiment pas la bonne façon de faire. Autre chose, des erreurs humaines. J'ai vu des gens penser effacer les fichiers sur leur bureau, mais c'était synchronisé avec leur drive, font tout le ménage, enlèvent ce qu'ils pensaient être le raccourci, mais dans le fond, c'est le drive au complet. Tu sais, quand tu as fait le ménage, tu es content, tu vides ta corbeille, tu dis, mon Dieu, tout est fait, je suis à jour dans mon environnement numérique, mais dans le fond, la personne vient de tout effacer ses données. Fait que c'est vraiment, je te dirais, les deux plus grands risques au niveau des drives, c'est les rançons logiciels, l'erreur humaine, puis je te dirais aussi l'autre, des erreurs techniques. Nous, on travaille là-dedans tous les jours, des bugs techniques avec Microsoft, Google, puis dans le fond, ils ne peuvent pas les expliquer. Tu arrives un matin, tu n'as plus de courriel, tes appels, tu jases avec eux autres, puis il n'y a pas de raison qu'il y a eu un problème technique, puis les courriels sont disparus. Fait que si tu n'as pas de sauvegarde, ben tu perds tout. C'est pour ça que c'est super important de faire des sauvegardes de ces drives-là. Fait que c'est vraiment, vraiment important, mais c'est vrai que la croyance populaire, c'est qu'on met ça sur un drive, Parce puis on peut dormir la tête tranquille. Parce que moi, j'avais dans ma tête là, que je pouvais reculer de jours, comme j'avais l'option de reculer jusqu'à 31 jours en arrière, surtout avec Dropbox, puis même avec Google Drive, je l'ai essayé, là, mais tu peux reculer jusqu'à 7 jours en arrière, mais si je me fais encrypter mon disque, il n'y a plus moyen de reculer, c'est ça? Non, exactement. Puis les rançons logicielles, il faut voir ça, les pirates informatiques, c'est pas quelqu'un dans son sol qui essaye d'attaquer quelqu'un, c'est des grosses multinationales dans des pays où c'est largement favorisé.
Les rançongiciels sont là pour être performants. Puis ils savent que les gens ont des drives. Fait qu'ils s'attaquent de plus en plus, qu'ils soient de plus en plus performants pour justement crypter autant l'historique, autant la redondance, autant la corbeille pour que vraiment tu n'aies plus accès à rien. Puis leur but, au bout de la ligne, c'est que tu payes. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils font ça comme ça. Là. Mais quand tu lis les conditions de Google ou Microsoft, c'est écrit en toutes lettres. Ils fournissent la technologie, mais en aucun cas, Google ou Microsoft te garantissent tes données. Ils disent que ça, c'est ta responsabilité à toi. Puis si on y va du point de vue plus technique, maintenant on a vu que c'était pas la solution que je croyais avoir. Ce serait quoi une bonne solution à avoir, une bonne pratique à avoir pour stocker toutes mes données de mon entreprise? Et Dans mes le fond, données pour ce qui personnelles, parce que j'imagine que ça va y aller en soi. Là. Bien, il y a deux grands types de sauvegarde. Dans le fond, tu as la sauvegarde vraiment de l'ordinateur. Fait que tu as des logiciels spécialisés qu'on installe sur l'ordinateur qui vont sauvegarder vraiment toutes les données qui sont sur l'ordinateur. Puis après ça, tu as des logiciels spécialisés qui peuvent se connecter soit à Microsoft, soit à Google sur les comptes affaires. Puis à ce moment-là, on peut faire une sauvegarde du compte au complet. Fait que oui, on sauvegarde le drive, mais on sauvegarde les courriels, on sauvegarde les contacts, on sauvegarde les agendas pour que s'il arrivait quelque chose, mais on peut juste récupérer puis remettre les données en place. Fait que c'est vraiment des outils spécialisés qui servent justement à sauvegarder ces solutions de partage. Puis, as-tu un exemple d'outil, si j'ai le goût de faire des recherches pour aller lire un petit peu, là, un exemple d'outil, par exemple, qui est connectable avec Google Drive? Bien, je te dirais, je n'ai pas un nom. Nous, c'est ça, c'est des fournisseurs, c'est des entreprises spécialisées un peu comme que je fais qui ont accès à ces technologies-là, qui vont se connecter, OK. puis on Fait peut que, se connecter à des comptes affaires. Oui, ça, c'est important parce que les gens qui ont des comptes personnels, en commercial, gmail.com, on ne peut pas travailler avec ce genre de comptes-là. Il faut que ça soit des comptes affaires. puis, c'est un super de bon point. Alors, je vais encore aller un petit peu plus loin pour m'assurer que notre base de données que toutes nos données d'entreprise, ça soit bien sauvegardé pour être sûr qu'on ne se fasse pas avoir chez Alias dans le temps. Puis, maintenant, j'aimerais ça aller sur un autre aspect. Moi, je suis un utilisateur de Mac. Je suis un fervent de Apple. Puis, longtemps, j'ai cru que Mac, il n'y avait pas de virus. Mais c'est pas vrai. Peux-tu m'expliquer un petit peu Non. là, cette fausse croyance-là, un petit peu de où que ça vient? Pourquoi on pense ça? Puis comment qu'on fait pour se protéger avec un Mac? Là? Oui, dans le fond, la croyance, tu sais, si on recule peut-être là, 15 ans, c'était peut-être plus vrai qu'il y avait moins de virus en Mac, c'était beaucoup moins populaire que ce l'est aujourd'hui. Fait que peut-être qu'à cette époque-là, les antivirus n'étaient pas ce qu'il y a aujourd'hui. Fait que peut-être qu'on aurait pu dire que les Mac pouvaient se passer d'antivirus, mais en même temps, c'est une croyance qui est encore perpétrée souvent dans les Apple Store. Moi, j'ai des clients qui s'en vont faire réparer ou changer une pièce de leur ordinateur à Apple, puis l'Apple Store dit « Comment ça, tu as un antivirus? Tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a pas de virus en Mac. » La compagnie elle-même, au niveau de ses techniciens à l'interne, au niveau de ses vendeurs, bien, il y a encore du travail à faire. La façon la plus simple de dire qu'on a besoin d'un antivirus en Mac, c'est que la plateforme va sortir à chaque mois une mise à jour pour corriger des vulnérabilités. S'il y a des vulnérabilités, bien, il y a des possibilités d'attaque. C'est aussi simple que ça. Le fait que Apple, à chaque mois, publie une patch pour combler certaines failles, certaines vulnérabilités, augmenter, réparer des fonctions aussi, mais c'est la preuve qu'il y a des vulnérabilités en Mac et ces vulnérabilités-là peuvent être exploitées comme n'importe quelle autre faille de sécurité, que ce soit en Windows, en Linux ou en Mac. Mais il y a vraiment cette fausse croyance-là, beaucoup, beaucoup en Mac, puis je la lis à chaque semaine. Ah, je suis en Mac, moi, je n'ai pas besoin. Oui, c'est super important parce que c'est au même titre qu'un Windows. Il y a des failles de sécurité, les pirates peuvent s'infiltrer. Puis maintenant, les rançongiciels, les attaques sont quand même plus sophistiquées et ils regardent, dans le fond, le système d'exploitation avant de rentrer puis ils s'adaptent. C'est plus vrai qu'il y a des attaques qui sont juste en Windows ou juste en Mac. Maintenant, les attaques sont ce qu'on dit polymorphes et peuvent s'adapter au système d'exploitation que la personne a. C'est vraiment une fausse croyance super important. Un ordinateur, peu importe la sorte, d'avoir un bon antivirus. Puis encore là, un bon antivirus, on pourrait en jaser. Là. La plupart des gens ont ce qu'on appelle, je sais pas, est-ce que tu as finalement installé un antivirus sur ton Mac ou? Ben, j'en ai un, oui, effectivement. J'ai un OK. antivirus. Je sais plus c'est quoi le nom, là, mais j'en ai un qui a été installé par l'équipe technique. Là. OK. La plupart des antivirus qu'on va dire classiques, c'est des antivirus qu'on appelle à signature. Ça veut dire que l'attaque frappe quelque part dans le monde, elle est détectée. Puis après ça, ils mettent à jour tous les systèmes pour que tout le monde soit protégé. Fait que les antivirus classiques ont toujours un pas de retard parce qu'il faut que l'attaque aille frapper quelque part. Il y a des nouvelles sortes d'antivirus qu'on appelle avec un module
EDR qui fonctionnent complètement différemment, qui vont être capables de bloquer des attaques, même si elles n'ont pas été répertoriées. C'est vraiment une coche de sécurité de plus, puis qu'on soit en Mac ou en Windows, c'est vraiment quelque chose pour l'entreprise parce qu'on s'entend, toutes nos données sont numériques, tous les trucs sont dans notre ordinateur. Demain matin, on n'a plus rien. C'est pas évident de continuer à faire de la business. C'est pour ça qu'on veut vraiment un niveau de protection plus important quand on est en entreprise. Puis, ça m'apporte aussi au sujet des mots de passe parce que on, à un moment donné, je me suis mis à utiliser Chrome beaucoup. Puis les mots de passe s'enregistraient dans Chrome. Puis c'est le fun. C'est donc facile d'enregistrer nos mots de passe dans Chrome. Mais est-ce que Chrome, c'est vraiment un bon gestionnaire de mots de passe? Parce que dernièrement, j'ai eu une histoire d'horreur que quelqu'un, justement, s'est fait attaquer son ordinateur, a réussi à rentrer dans son Chrome et de rentrer dans ses données bancaires ou dans ses comptes sensibles qui n'auraient pas dû avoir accès, mais à cause que les mots de passe étaient enregistrés directement dans le browser. Alors, j'imagine que c'est pas une bonne pratique à avoir. Mais dans le fond, c'est un peu nono que Chrome offre cette fonction-là parce que Chrome, comme d'autres navigateurs, c'est des navigateurs Internet qui devraient se concentrer sur leurs fonctions. Ils ne sont pas conçus pour gérer les mots de passe. Mais comme tu dis, c'est simple, ils te le proposent, ils l'enregistrent, on ne fait pas trop attention. Ça nous permet de ne plus avoir à retenir 8 millions de mots de passe. Mais quand on enregistre nos choses dans Chrome, ben pour un pirate informatique, ça prend quelques secondes. Ils sont capables de tout extraire de Chrome. Puis là, à ce moment-là, ben, nos accès, souvent, on va rendre. Partout où on va, on rentre ça dans Chrome, puis on pense que c'est en sécurité, mais c'est vraiment pas la bonne façon de faire parce que Chrome n'est pas un gestionnaire de mots de passe. Il n'a pas été conçu pour ça. C'est pas sa fonction première. Puis, il y a plein d'autres logiciels aussi, admettons, je pense à certains antivirus qui offrent des gestionnaires de mots de passe. Ils n'ont pas été conçus à la base. C'est un antivirus qui se concentre sur être un antivirus. Mais souvent, tu as des compagnies il y a des VPN qui font des gestionnaires de mots de passe, des trucs comme ça. On est vraiment mieux de faire affaire avec une entreprise dont la principale chose, c'est de gérer les mots de passe et qu'il n'y a pas de tâches connexes. C'est vraiment important parce que les mots de passe, c'est un peu, des fois, je dis le mal-aimé de la sécurité informatique. Là. Les gens n'en prêtent pas trop attention, mais pourtant, au niveau de la cybersécurité, c'est vraiment central parce que c'est tous les accès de l'entreprise. Parce que des fois, les gens disent « Ah oui, mais j'ai ça dans ma tête, c'est correct », mais on leur tient dans notre tête, les mots de passe sont trop faciles à décoder, ou on en a 2, 3. C'est vraiment pour sécuriser comme il faut les mots de passe. On ne les met pas dans Chrome, on met ça dans un gestionnaire de mots de passe qui a été conçu justement pour gérer les mots de passe. Puis en même temps, je ne sais pas si tu as entendu parler de LastPass récemment ou qu'on en a entendu parler beaucoup dans les médias. Est-ce que tu en as entendu parler ou? Non, je n'avais pas entendu parler de LastPass, non. Dans le fond, il y a comme 2 grandes catégories, si on veut, au niveau des gestionnaires de mots de passe. Tu as des gestionnaires de mots de passe qu'on va dire privés, c'est des entreprises privées, comme exemple LastPass, il y en a plein d'autres. Et tu as des gestionnaires de mots de passe qu'on va dire open source, que le code est public, que le code est ouvert. Et pour des mots de passe, ben, c'est tellement précieux des mots de passe que tu ne veux pas aller dans une entreprise privée parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans le code, des tricks ou des choses. Tu veux vraiment aller dans un gestionnaire de mots de passe qui va être open source, où là, ça augmente aussi la sécurité de tes mots de passe. LastPass, pourquoi je te parle de celui-là en particulier, c'est qu'il a subi plusieurs attaques. Puis la dernière, au mois de décembre, je ne sais pas si LastPass va se relever de ça, mais le fameux code maître que tu rentres pour avoir accès à tous tes mots de passe, bien, ces codes-là, présentement, se vendent sur le dark web. Fait qu'il y a moyen pour 100 $ d'acheter un code maître de quelqu'un. Fait que c'est LastPass au niveau de la sécurité. S'il y a quelqu'un qui écoute qui est encore sous LastPass, ben, ça serait bon de changer le plus rapidement possible parce que il n'est plus considéré sécuritaire pour le moment. Vraiment pas. Je ne savais pas qu'il s'était fait attaquer de cette façon-là, parce qu'on a entendu parler beaucoup. À un moment donné, c'était presque un no-brainer d'aller avec LastPass parce que c'était une solution facile avec un excellent marketing. Mais quand tu parles de open source, est-ce que c'est mieux d'avoir un logiciel que j'installe sur mon ordinateur, exemple, que c'est lui qui gère tous mes mots de passe à l'intérieur de mon ordinateur, que c'est moi qui héberge et non un logiciel que mes mots de passe sont hébergés à l'externe, qu'on ne sait pas trop c'est où, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ces mots de passe-là? Bien, c'est sûr qu'on peut toujours l'héberger à l'interne. D'habitude, les open source le permettent, mais normalement, ces plateformes-là sont quand même assez solides. Soit nous, on héberge avec le gestionnaire de mots de passe, puis on n'a pas de problème de sécurité à ce niveau-là. C'est quand même comme je le dis souvent, puis quand on parle de sécurité informatique, le risque zéro, ça n'existe jamais. T'sais.
Il n'y a personne qui peut dire « Ah oui, fais ça, là, puis tu es garanti à vie. » Mais le but, c'est de rajouter des couches de sécurité. Fait que plus qu'on met de couches de sécurité, bien, plus qu'on se protège, puis plus qu'on est, tu sais, est-ce qu'un pirate va pouvoir franchir toutes les couches ou il y en a une qui va l'arrêter? Fait que c'est toujours une question un peu de couches de protection. Fait qu'un gestionnaire de mots de passe, c'est une couche de protection. Gestionnaire de mots de passe open source, bien, tu te rajoutes une couche de protection là-dessus. Là. C'est vraiment toujours le jeu du chat et de la souris. T'sais. Les pirates se peaufinent, ils essaient des choses, puis de l'autre côté, c'est de mettre la sécurité en place. Puis, si je comprends bien, plus qu'on a de protocoles de sécurité, moins qu'on est à risque de tout perdre en même temps. Ça se peut qu'on ait une attaque, qu'on ait quelque chose qui va être brimé, mais au moins, on va protéger l'ensemble de notre entreprise. On n'est jamais à l'abri de 100% de nos données, mais si on est capable d'avoir des bonnes pratiques, bien, on va peut-être perdre certaines informations, mais on ne perdra jamais l'essence même de l'entreprise. Oui, exactement. Puis les couches de protection, c'est aussi de la manière, souvent on oublie comment qu'on gère ou qu'on partage nos trucs à l'équipe, tu sais. Parce qu'un employé qui est fâché, tu sais, tantôt je parlais d'un drive, un employé qui part vraiment fâché, il est capable de tout aller effacer, puis de faire le bouton droit, puis de vider la corbeille. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ça de protéger comment qu'on partage l'information à l'équipe, qui a accès à quoi, puis quand. Fait que ça aussi, c'est super important. Dans les mots de passe, c'est la même chose. Tu sais, moi, je le vois beaucoup avec les solopreneurs. On adjointe ou peu importe, gestionnaire de médias sociaux, puis ils donnent leur code directement à l'adjointe, fait qu'elle peut se connecter, mais c'est pas la bonne façon de faire. On devrait jamais donner nos identifiants puis notre mot de passe à quelqu'un d'autre. Faut le partager, puis un gestionnaire de mot de passe permet ce partage-là aussi à l'intérieur de l'équipe. Fait encore là, c'est une couche de sécurité parce qu'on ne devrait pas donner nos accès, mais se dire « Ah oui, je la connais, puis ça va super bien. » Quand ça va bien, ça va bien. Puis tu sais jamais, il y a peut-être un beau-frère qui a accès à l'ordinateur de l'adjointe qui, lui, est mal intentionné. Tu sais, ça peut aller plus loin des fois que ce qu'on pense. Tu sais. Je trouve que c'est un bon point que tu viens de dire, c'est que c'est pas nécessairement nous qui est seulement le risque. Si je donne les mots de passe à quelqu'un d'autre, qui l'enregistre, par exemple, lui, dans son Chrome, moi, j'ai beau avoir tous les meilleurs protocoles de protection, mais ça prend un endroit qui a une brèche de sécurité, puis il va rentrer par cet endroit-là. Mais Uber, t'as entendu, il y a eu une attaque contre Uber l'année passée, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le fond, c'est un employé d'Uber qui enregistrait ses mots de passe dans Chrome. Puis dans le fond, dans ça, il enregistrait le master du gestionnaire de mots de passe de Uber. Son ordinateur a été infecté. Ils ont sorti les mots de passe de Chrome, puis ils ont pu rentrer dans le gestionnaire de mots de passe d'Uber. Fait qu'ils ont eu accès à tout. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que des fois, ça va vraiment plus loin que juste comment tu contrôles, oui, ton environnement, mais comment les gens qui ont accès à ton environnement, qu'est-ce qu'eux, ils font, tu sais. Histoire pratico-pratique, tu as ta comptabilité, fait que tu partages ton fichier de facture à ton comptable. Mais si ton comptable attrape un rançon logiciel, bien, ça se peut que ton fichier à toi de comptabilité soit crypté. Puis là, si tu n'avais pas une sauvegarde de ce fichier-là, ben, tu n'as plus accès à toutes tes factures, tous tes trucs qui étaient dans ce fichier-là. Puis, tu sais, ton comptable a raison, c'est ta responsabilité de faire tes sauvegardes. Mais tu lui as passé un accès. Fait que, tu sais, les attaques peuvent venir de plusieurs places où est-ce qu'on ne pense pas nécessairement à prime abord. Puis, maintenant, on a parlé beaucoup des attaques, mais il y a une autre partie quand on parle de technologie, d'informatique, c'est les courriels. On envoie énormément de courriels. En fait, j'envoie énormément de courriels à mes clients, à mes partenaires, à mes fournisseurs, à mes collaborateurs. Puis, c'est pas toujours le cas que les courriels tombent dans la boîte de réception. Parfois, ils tombent dans les spams. Des fois, ils sont juste bloqués parce que on a un mauvais nom de domaine. Il a été blacklisté. C'est quoi les bonnes pratiques pour la livraison de courriel? La livraison de courriel, dans le fond, quand on envoie un courriel, il y a 3 possibilités de base. On fait ça rapide, puis on va essayer de faire ça le plus simple parce que ça peut être très, très, très technique, la livraison des courriels. Fait qu'on envoie un courriel, il tombe dans la boîte de réception, si on est content. Il peut tomber, deuxième option, dans les indésirables. On est un peu moins content, mais au moins il s'est rendu. Et la troisième option, c'est qu'il ne se rend pas du tout. Puis on n'a pas un bounce pour dire ton courriel ne s'est pas rendu parce que l'adresse, elle est bonne, mais c'est juste que le courriel n'a plus assez bonne réputation pour être livré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie un courriel, les gros moteurs de recherche nous donnent un peu, on peut voir ça simple comme une note. Fait que si tu envoies un courriel et que techniquement parlant, tu es mal configuré, bien à chaque fois, tu perds des points. Un petit peu. Puis à un moment donné, tu as perdu un peu de points, tu te mets à tomber dans les indésirables. Puis à un moment donné, tu as perdu tellement de points que tu n'es même plus livrable. Puis c'est souvent là, nous, que les gens se contactent, ils disent « Écoute, j'envoie des courriels, puis il n'y a plus rien qui passe, qu'est-ce qui se passe? » Bien, ta réputation de ton nom de domaine s'est tellement dégradée que tes courriels ne sont même plus livrables. Fait que ça, c'est une partie vraiment
technique, parce qu'après ça, tu as l'autre partie du contenu, les mots que tu mets, les couleurs, tout ça, c'est une partie. Mais au niveau de la livraison de courriel, tu as toute une technique de configuration en arrière qui doit être mise en place. Puis malheureusement, je te dirais, au Québec, l'expertise n'est pas vraiment là. T'sais, exemple, si tu me permets, écoute, parce que c'est des informations qui sont publiques, j'ai été voir, mettons, comment Alias était configuré au niveau de ses courriels. Ouais. Ça ne te dérange pas qu'on en jase. C'est pas de l'information qui est cachée. Il y a des petits outils qui existent sur Internet où on peut aller voir les configurations en arrière des courriels. Les courriels d'Alias sont malheureusement mal configurés. Il y a 3 paramètres principaux techniques qu'il faut suivre sur les courriels. Je donne les termes techniques. Tu as le SPF, le DKIM, puis le DMARC. C'est les 3 paramètres principaux. Nous, on est supposé avoir on est supposé avoir les 3, par contre, sur notre nom de domaine. Souvent, les gens vont les avoir, mais c'est là que je te dis que l'expertise est plus ou moins bonne au Québec. Souvent, ils sont là, mais ils sont mal configurés. Fait que, le SPF d'Alias, c'est pas correct, le DKIM non plus, puis le DMARC est là, mais il y a des fautes. Fait qu'en plus, des fois, c'est même pire parce que si tu as des fautes dans ton DMARC, si tu ne l'aurais pas, tu ne perdrais pas des points là-dessus ou moins. Puis en plus, il y a une erreur, fait que ça dégringole encore plus. Fait que c'est vraiment c'est très, très, très technique parce que, tu sais, le DMARC, pour le suivre, il y a moyen de recevoir des rapports, mais tu reçois le rapport de ton DMARC, tu ne peux pas l'interpréter. Ça prend des logiciels qui te permettent d'interpréter, mais en même temps, c'est un outil puissant parce qu'une fois que tu as ça, c'est facile de voir où ça cloche sur toute l'infrastructure de ton entreprise, sur tout le monde qui a accès au courriel. Fait que ta plateforme qui envoie des mails de marketing, ton cellulaire, ton ordinateur, tous les gens qui transigent au niveau des courriels, au niveau de ton entreprise, là, tu peux dire, OK, lui est mal configuré ou je n'ai pas donné la permission d'envoyer à partir de tel endroit. Puis là, il y a moyen de mettre ça en place. Mais c'est très technique et c'est très souvent, les paramètres vont être là, mais encore là, il y a des erreurs, fait que ça aide pas. Ça aide pas. Au final, tu perds des points plus qu'autre chose. Puis c'est quand même compliqué parce que nous, on avait fait affaire avec des firmes externes spécialisées dans l'envoi de courriel. Alors, c'est toujours à revalider. Puis j'imagine avec le temps, il peut y avoir des changements, puis il faut ça revalider dans le temps. C'est quelque chose, comme je te disais, qui n'est pas très connu, mais le suivi de livraison de courriel, c'est dynamique. Ce n'est pas quelque chose que tu mets une fois et tu dis on est bon pour 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut suivre à chaque semaine, à chaque mois, qu'il faut ajuster. Puis justement, dans le fond, pourquoi ces paramètres-là existent, c'est que les gros joueurs comme Microsoft, Google, tout ça, ça leur coûte 80, je pense que la statistique, c'est 87 ou 88% de tout le volume de courriel, c'est du spam. Fait que ça leur coûte des fortunes pour gérer ce volume-là qui, dans le fond, ne sert à rien. Fait que c'est pour ça que ces paramètres-là ont été mis en place, mais ça ne règle pas tout. Il y a des nouveaux paramètres qui s'en viennent dans un avenir rapproché, mais c'est sûr que c'est une expertise qui est assez pointue, puis c'est pas, malheureusement, souvent les agences web vont gérer les courriels, c'est pas qu'ils le font de la mauvaise façon, mais c'est qu'ils n'ont pas les connaissances de cette partie-là. Alors, ils ne la font pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais non, c'est très, très technique et c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas très, très bien fait présentement. Écoute, je vais retourner valider ça avec l'équipe qui gère nos courriels, voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quand même surprenant parce qu'on envoie un nombre phénoménal de courriels, puis on a quand même des très bons taux de livraison de courriels. Alors, ça va être quand même aller voir qu'est-ce qui se passe pour voir où est-ce qu'ils sont les améliorations qu'on va pouvoir faire de ce côté-là. Puis maintenant, j'aimerais qu'on termine la discussion sur quelque chose qui est en vigueur depuis le 22 septembre. On a fait un podcast exprès pour ça, mais là, on a avancé, on est rendu le 5 avril. On appelle ça la loi 25. Comment qu'on fait comme entreprise pour se mettre à jour avec la loi 25? Oui, je veux juste revenir sur le dernier point que tu disais que quand tu envoies tes courriels marketing, tu as un bon taux de livraison. Dans le fond, ton système de marketing va te dire juste mettons que tu envoies 1000 courriels et qu'il y en a 500 qui se rendent, ces chiffres vont se baser juste sur les 500. Il ne prendra pas en compte les 500 qui ne se sont pas rendus. Fait que des fois, les gens disent, oui, mon logiciel va se rendre à 98%, mais la technique en arrière, ce n'est pas comme ça que les logiciels calculent ces trucs-là. Sauf, ouais, là-dessus, je ne sais pas, je ne connais pas assez, mais de ce côté-là, nous autres, de notre côté, on mesure toutes les interactions qu'il y a avec nos courriels. Alors, je sais c'est quoi mes pourcentages d'interactions. Alors, théoriquement, je sais qui les ouvre, qui clique, alors, je vais être capable de voir quand même. Sur ceux qui se sont rendus. Tu n'as pas de données sur ceux qui ne se sont pas rendus.
Ben, on le dans les... sait, ceux qui interagissent pas, si les courriels ne se rendent pas, ça veut dire que la personne n'interagira pas avec mes courriels parce qu'il ne s'est pas rendu. Alors, je vais être capable. Nous, on ne les garde pas dans notre base de données, les gens qui n'interagissent pas avec nos courriels. Alors, on a un protocole à l'interne pour garder nos listes pures pour éviter de tomber dans les spams. Alors, c'est pour ça que je suis quand même. euh, on, on sait ceux qui les. On ne sait pas s'ils les reçoivent tous, mais on sait ceux qui interagissent avec nos courriels. Alors, ceux qui ne les reçoivent pas, peut-être qu'ils ne les reçoivent pas à cause qu'on est mal configuré. Ça se pourrait, par contre. Exactement, oui. Des bonnes chances. Alors, Au la niveau loi 25. Oui, je t'écoute. la fameuse loi 25, oui, qui est rentrée en vigueur, la première phase, par exemple, il y a 3 phases. C'est sûr, nous, on est vraiment en base technologique pour entreprise, fait que je ne te parlerai pas du côté très légal avocat parce que c'est pas, c'est pas mon champ d'expertise du tout. Mais la loi 25, c'est toute la partie, dans le fond, technologique. Ce que la loi dit présentement, et j'espère que ça va se raffiner, c'est que l'entreprise doit minimiser le risque dans le fond, de perdre des renseignements personnels. La loi 25, elle encadre les renseignements personnels qu'on détient en entreprise, que ce soit sur nos clients, sur nos fournisseurs, sur nos employés, et ça vient rendre l'entreprise légalement responsable de ces données, ce qui est en fait vraiment nouveau parce que présentement, les entreprises gèrent un peu ça comme ils veulent, de la façon qu'ils veulent. Puis le problème, c'est que quand ils perdent des données, bien, les gens ne sont pas avertis. Fait qu'on a de nos données qui se retrouvent sur le dark web, tout ça, puis on n'est pas au courant. Fait que la loi vient mettre un peu de ménage dans tout ça, puis dire, bon, tu te dois de minimiser le risque de perdre tes données. Et si ça arrive, ben, tu as telle chose à faire, tu as des obligations de déclaration à la commission, et tu dois aussi informer les gens de qui tu aurais perdu des accès ou les trucs. Fait que, on parle, oui, d'attaque informatique, mais ça peut être juste que tu as perdu ton ordinateur puis tu avais des informations potentiellement sur tes clients ou sur tes fournisseurs dans ton ordinateur. Fait que oui, il y a une partie attaque informatique, mais il y a une partie aussi, tu t'es fait voler, tu as perdu un disque dur externe, tu te l'es fait voler. Fait que c'est vraiment, ça vient cadrer la bonne façon de gérer ces technologies. Je te dirais ce que j'entends beaucoup. Ils n'en ont pas parlé tant que ça parce que je parle à beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas au courant de cette loi-là. Et souvent, ce que les gens me disent, c'est ah oui, mais moi, je suis travailleur autonome, moi, je suis solopreneur. C'est pour les grosses entreprises, cette loi-là. Ce qui est totalement faux, ça touche toutes les entreprises du Québec. Qu'on soit travailleur autonome, solopreneur, qu'on soit une micro-entreprise en bas de 10 personnes, ça touche vraiment toutes les entreprises. Puis les entreprises ont souvent dit ah oui, moi, je suis petit, ça ne me concerne pas. Ça concerne tout le monde, toutes les entreprises. Et les pénalités qui s'en viennent avec la loi 25, ce n'est pas définitif encore, mais ça risque d'être des pénalités solides. On parle entre 50 000 et 250 000. Ce n'est pas des petits 200 Un peu dollars. comme la loi anti-pourriel. Désolé de te couper, un peu Oui. comme la loi anti-pourriel. Au début, on en entendait parler, ça l'arrivait, il y a beaucoup de changements, mais ça s'adresse quand même à tout le monde. Est-ce qu'il y a des outils qui vont nous permettre de faciliter la gestion de la loi 25? Parce qu'en Europe, ça fait longtemps que ça existe quand même, quelque chose de similaire, là. Alors, est-ce qu'il y a des outils qui vont être développés, tu crois, qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider à... On va pouvoir s'abonner un peu comme les courriels, comme MailChimp gère quand même les désabonnements, etc. Tu sais, que c'est un outil qui est devenu bien populaire pour respecter le minimum de la loi du unsubscribe, là. Mais il va y avoir des choses simples qu'on va pouvoir utiliser pour la loi 25. Bonne question. Il y a une partie, c'est sûr, qui est très juridique où je ne m'avancerai pas. S'il y a des choses, ça va être les politiques de confidentialité. Il va falloir rédiger ça dans un langage clair parce que souvent, les politiques sur les sites web, c'est faire presque un avocat pour les comprendre. On va demander à ce que ça soit clair, tout ça. Mais au niveau technologique, ben là, c'est sûr qu'il y a des entreprises comme moi qui vont arriver avec des forfaits. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est les mêmes forfaits qu'avant la loi 25, là, qui vont prendre les technologies en charge puis qui vont ce qu'on appelle de l'infogérance. Fait que c'est une entreprise qui est là avec toi dans tes technologies, mais qui gère un peu en arrière. Fait que toi, tu utilises, tu es sûr que tout fonctionne bien, puis tu as l'entreprise en arrière qui surveille les technologies, les attaques, les trucs, les sauvegardes, puis qui s'assure que toute cette infrastructure-là fonctionne bien, que s'il arrivait quelque chose, tu subis une attaque, tu le déclares à la commission fait enquête, bien, tu dis, regarde, j'avais tout mis en place ce qui était possible à mettre en place. Puis effectivement, oui, OK, tu as été malchanceux. On passe au suivant. Que, je suis en Mac, je n'ai pas d'antivirus, je n'ai pas de sauvegarde. Puis, oups, je me suis fait attaquer. Bien là, les pénalités vont peut-être s'appliquer parce que tu n'as pas minimisé le risque de protéger les données à l'intérieur de ton entreprise. Je comprends. Alors, ça fait quand même beaucoup de tour. Aurais-tu un dernier mot à nous dire sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les erreurs fréquentes en techno?
Je te dirais bien s'entourer de la bonne personne, de la bonne firme, que ça soit, tu sais, je ne suis pas toute seule qui fait ce que je fais, puis souvent de vérifier les compétences, parce qu'encore là, l'expertise est très, très large. Il y a des gens qui ont beaucoup de bonne volonté ou des gens qui sont désuets. Fait que, il y a des petits trucs pour t'assurer de la compétence de l'entreprise avec qui tu fais affaire. Fait que, souvent, des petits trucs, un truc des fois simple que je donne, c'est d'aller sur le site de l'entreprise et s'assurer qu'il y a un HTTPS. C'est quelque chose de très, très de base, mais si tu fais affaire avec une firme informatique et qu'elle n'a même pas sécurisé son propre site web, tu peux peut-être dire ouais. C'est des petites vérifications à faire pour être sûr que de la personne que tu t'entoures, parce qu'elle va avoir accès à tes trucs, c'est elle qui protège, parce que c'est toujours plate après coup. Puis nous, c'est ça qu'on voit souvent, des gens qui ont été mal conseillés, puis ça leur a coûté cher au bout de la ligne. Quelqu'un qui dit « Ah, monte tel système chez vous, tout ça, mets un serveur chez toi avec des disques en RAID pour ta sauvegarde, ça va être génial. » Mais quand la personne s'est fait voler chez elle, ben, il ne reste plus rien. Elle dit « Mon Dieu, j'aurais aimé ça savoir avant que ça pouvait être vulnérable au vol, au feu. » Fait que c'est d'avoir la bonne solution en place, mais avec les meilleures technologies. Puis là, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes avec la bonne expertise. Fait que c'est super important de ce côté-là. Ben, merci beaucoup, Annie, pour cette entrevue. Moi, il me reste encore des devoirs à faire, alors je vais repartir à travailler pour finir les devoirs. On va se garder au courant pour faire les derniers correctifs, s'assurer que nos courriels continuent à se livrer pour tu m'expliques c'est quoi nos failles de ce côté-là, puis qu'on améliore notre sécurité. J'aimerais remercier tous les partenaires qui nous supportent, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.